Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Coin de Drexin. Nouvel épisode aujourd'hui pour faire un bilan de la saison 2025-2026 de football. Vous savez, je suis un grand fan de foot, donc j'avais évidemment envie de revenir sur notamment les 5 grands championnats et la Ligue des Champions. Et pour ça, je me suis dit, autant faire appel à un autre expert du ballon rond, Julien de la chaîne YouTube La Charnière, journaliste sportif. Bienvenue dans l'émission. Comment vas-tu? Salut Adrien, merci d'être là, ravi d'être là pour parler ballon rond avec toi. Ça va très très bien. Hâte de faire un petit bilan sur cette saison maintenant qu'on a toutes les données en tête et tous les résultats de toutes les compétitions. On va basculer tranquillement vers la grosse compétition de l'année, la Coupe du Monde. Faisons un petit bilan sur cette saison de club. Voilà, car on enregistre ça, du coup, on est le 5 juin, donc avant la Coupe du Monde, et pas dans l'euphorie ou la tristesse de la finale de la Ligue des Champions, qui a conclu La cette tristesse surtout, ouais. saison de club. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir sur sa petite miniature, Julien est un grand, grand fan d'Arsenal. Fortune diverse pour les clubs de Julien cette saison. Mais on va voir ça. On en reparlera, Euh, on laisse voilà. un petit peu teaser tout ça. Alors, je te propose qu'on commence avec la Serie A. Ouais. Pourquoi? Parce que la Serie A, bah, concrètement, c'est un championnat qui n'est en France qui n'est plus médiatisé parce qu'on ne peut plus voir les matchs facilement. Je crois que c'était un moment où on pouvait plus du Ah, tout les voir. on pouvait même plus les voir à un moment donné. Ils avaient même plus de diffuseurs. Ouais, c'est ça. Il me semble que DAZN a récupéré une partie de la diffusion en cours d'année, mais oui, ça a été très 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 peu médiatisé en France la Serie A. Et en plus, c'était pas une saison de Serie A extraordinaire. Donc, ça Ouais. donnait encore moins envie de s'y intéresser. Attends, je vais afficher le classement, voilà. Alors, pas passionnante, oui, non. Pour le championnat, au final, l'Inter s'est détaché assez vite et n'a finalement pas été rejoint. Par contre, la bataille pour la Ligue des Champions, là, il y avait du spectacle, hein. Oui, Naples s'est qualifié à quelques journées avant, mais voilà, comme on peut le voir là-dessus, la Roma a dû faire 5 victoires consécutives pour s'en assurer, comme 4 victoires sur les 5 derniers matchs, alors que côté Milan et Juventus, les historiques, bah, ça a eu du mal. oui, c'est clair. Quand j'ai dit pas passionnant, c'était plus en termes de niveau de jeu ou de Oui, suspense oui, pour le le niveau de titre. jeu. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de 0-0 cette année en Serie A. Je sais que ça a pas mal tourné sur le nombre de buts qui étaient marqués C'est vrai. en championnat d'Italie cette saison. Et oui, tu as raison de le préciser que la course avec des champions s'est jouée jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, où Milan et la Juventus, qui étaient en ballottage favorable avant la dernière journée, elles se sont finalement fait éjecter au profit de l'AS Roma et de Com, l'AS Roma qui revient en Ligue des Champions la première fois depuis 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. 6 ans, Et ah ouais. Com qui fait la. Il me semble que c'est 6 ans, ouais. Et Com qui fait qui a fait sa première en Ligue des Champions, l'équipe un petit peu darling de la Serie A avec Mhm. Fabregas à sa tête. Pour ça, oui, c'est un dénouement passionnant dans une saison pas si passionnante que ça Ouais, voilà. pour l'Italie. Ouais. Mm. Ouais, bah, le com de Fabregas, comme tu as dit, bon, faut pas non plus oublier que le club est quand même bourré à l'argent, au C'est dollar clair. états-unien, je crois. Euh, que, Bah, bon, faut dire que les présidents, enfin les propriétaires de Com, c'est la première fortune d'Italie. ah, ils sont italiens au final. Il me semble que c'est la première fortune d'Italie, ouais. Bah, attendez, priorité au direct, je vérifie. Pas envie de dire des conneries quand même. Non, ils sont indonésiens. Oui, alors attends, indonésien. Moi, ça me dit Michael et Robert Artono, milliardaires indonésiens.
Après, il y a peut-être Ok. des Italiens dans l'organigramme, mais En tout cas, voilà. c'est le club le plus riche d'Italie Oui. de par son propriétaire pour sûr. Et il me semblait que c'était italien. Moi, j'ai dit une Bon, il me bêtise. semblait que c'était états-unien. Bon, tous deux dit des bêtises, voilà. On se corrige. Mais oui, comme grosse équipe qui va. Enfin, grosse. Euh, Ça va être la grosse équipe bisu de la Ligue des Champions la saison prochaine. J'ai trouvé que, franchement, en France, Oui, ça en parlait. ils auront un petit peu ils auront un petit peu le statut de Newcastle, un petit peu, par exemple, équipe avec des Oui, c'est gros ça. moyens qui va arriver en Ligue des Champions un petit peu à la surprise, mais eux, on va les attendre un petit peu. Ouais. Mais avec un capital sympathique un peu plus élevé que si c'était enfin, que leurs propriétaires étaient venus du Moyen-Orient, quoi. Un petit peu deux poids, deux Possible, c'est mesures, quoi. possible, c'est possible. Euh, ouais. Et à voir si Nico Paz restera, parce que j'ai vu que même si le Real devrait activer sa clause pour le récupérer, il voudrait rester quand même une année de plus, notamment pour disputer la Ligue des Champions avec Com. Donc à voir. J'avoue que si Nicopas pouvait rester à Com, l'histoire serait très jolie. Maintenant, je vois pas le Real Madrid rater l'opportunité de récupérer Nicopas, qui est un tout jeune joueur argentin et qui va évidemment faire la Coupe du Monde avec l'équipe d'Argentine et qui a régné sur cette saison de Serie A, qui s'est révélé aux yeux du monde entier sous les ordres de Fabregas. Le Et, euh, cinquième meilleur et, buteur euh, de Serie A, hein. et c'est ce qui me semble. Attends, je Non, je vérifie. l'ai Non, il vérifié est, tout à l'heure. non, il est cinquième meilleur buteur avec 12 buts et 6 passes, mais Ouais. meilleur buteur de son équipe Non, et non, largement. c'est Même un pas. Douvikas, 14 buts. Ah oui, Doubicat, effectivement. Effectivement, Mais dis donc. je t'avoue que je l'ai découvert tout à l'heure en faisant mes petites recherches, hein, je te jure. Pour moi, il y a Nico Paz et les autres dans cette équipe. Il y a Maxence Bon, en tout cas, Cacré à la on a rigueur, beaucoup, mais beaucoup parlé de Nicopas et tu commençais oui. à dire avant que je réagisse. Mais oui, c'est vrai que on n'a pas beaucoup parlé comme on n'a pas beaucoup parlé de la saison de Serie A en France, bah, la saison de Com est un petit peu passée sous les radars. Et peut-être qu'on aurait pu plus en parler, notamment grâce à un style de jeu hyper emballant. Mm. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres équipes, comme par exemple au Milan cette saison. Bah, surtout si on avait pu voir Com, c'est ça le truc. Parce que le truc, c'est En qu'on plus. n'a pas pu voir la Serie A. Ouais. Je voulais dire aussi deux autres choses avant qu'on passe à la suite, parce qu'on a déjà passé déjà trop de temps. L'AC Milan qui s'écroule, ce qui pourrait conduire Luka Modric à une retraite. Et ça, j'avoue que. Alors moi, Modric, ça a jamais été mon joueur préféré, mais j'avoue que le voir partir en retraite, ça me fait un petit quelque chose. Je sais pas pour toi. Ah bah, forcément, on est en plein dans la génération Modric. On s'est pris de passion pour le foot tout petit. On a vu grandir ce joueur. J'ai Oui, envie de te on l'a dire que vu être nommé pire recrue de la saison du Real à Ballon d'Or. c'est ça. Je me souviens de lui à Tottenham où bah, il était quand même assez fort quand ça jouait contre Arsenal. Évidemment, la saison 2018 où il va en finale de Coupe du Monde, où il prend la Ligue des Champions avec le Real, où il est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Voilà, c'est un joueur, c'est un énorme joueur. Et, euh, et c'est un des joueurs qui ressortait le plus sur la saison en Serie A. En Serie A, apparemment, ouais. Ça veut peut-être dire aussi deux, trois trucs sur le niveau sur le niveau de la Serie A de cette saison, quoi. Si Bah, Modric, à 40 ans, est l'un des meilleurs joueurs du championnat, même s'il a un talent fou et que c'est une légende du jeu, ça veut peut-être aussi dire que la Serie A était peut-être pas si forte que ça. On le mm, voit d'ailleurs, l'Inter qui a été largement leader, qui s'est fait sortir en barrage de phase de Ligue des Champions. oui, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Mais oui, ça me fait penser à ce que tu disais. Il y avait eu une polémique cette saison où je sais plus quelle légende du foot italien avait dit que ouais, les jeunes de 17 ans, ils avaient pas le niveau pour jouer en Serie A. Fallait qu'ils s'aguerrissent 2-3 ans en Série B.
Alors que derrière, tu as l'argument de Lamine Yamal, bah, s'il était en Italie, il jouerait en Série B à l'heure actuelle. Oui, ça Euh, s'est venu en plus avec le fiasco de l'Italie pour la qualification à la Coupe du Monde, qui faisait que ça. comme les jeunes joueurs ne jouaient pas n'étaient pas lancés en Serie A, ils avaient du mal à progresser et devenaient des joueurs entre guillemets quelconques ou alors partaient à l'étranger et n'arrivaient pas à avoir suffisamment d'espace pour progresser et n'arrivaient pas à alimenter la sélection nationale. Mm. Je vais pas te mentir, c'est pas la Serie A, c'est pas la saison de Serie A que je retiendrai le plus Moi non plus. cette saison, quoi. Non, mais le seul truc que j'ai remarqué aussi, c'est la fin de saison de Roma, très bonne fin de saison, notamment poussé par un homme, Daniel Malen. Alors je sais pas si t'as vu, mais il est Ouais, arrivé j'ai vu. Ouais. au mercato hivernal en prenant d'Aston Villa, et puis Ouais. il a claqué en une demi-saison 14 buts. Deuxième meilleur buteur de la saison Deuxième meilleur en buteur alors Italie. qu'il est arrivé il y a 6 mois. Et Vraiment, c'est waouh. c'est assez marrant la saison de la Roma parce que avec l'arrivée de Gasperini cet été, on pouvait Mm. s'attendre à ce que la Roma joue bien, à ce que la Roma soit de nouveau une équipe en course pour la Ligue des Champions, voire même le titre. À un moment donné, en début de saison, ils étaient au coude à coude avec l'Inter. Ils ont même été une ou deux journées premiers, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a eu quelques petites guéguerres en interne avec notamment Claudio Ranieri, qui était directeur sportif. Claudio Ranieri a été écarté Ouais. sur la fin de saison, laissant plein pouvoir à Gasperini. Et les dirigeants ont fait le bon choix puisque les Romains ont fini avec en boulet de canon avec 5 victoires de suite pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Mm. C'est fort. Et je pense là l'autre belle histoire avec Com Ouais. sur la saison en Italie et peut-être la seule chose qu'il faut retenir finalement de cette série A. Alors que c'était Ranieri qui avait choisi Gasperini. Donc, comme quoi, au final, Absolument. il regrette peut-être son choix aujourd'hui. Mais allez, assez discuté de Serie A. On passe au prochain championnat qui est un peu plus excitant sur le papier, mais au final, une guerre pour le titre a été, enfin, qui est vite fait retomber. Je parle évidemment de la Liga. Le Real qui avait démarré la saison très très fort, qui avait même quoi 5 points d'avance avant le premier Classico de la saison, et qui au final termine 8 points derrière le Barça, qui était déjà sacré champion et qui a laissé passer 2 défaites sur la dernière journée. Alors, je me souviens très bien du début de saison du Real, qui fait un sans faute avec Xabi Alonso, Mm. qui perd son premier match contre l'Atlético Madrid, 5 buts à 2. Et à ce moment-là, euh, on ne sait trop pourquoi, mais il y a une panique qui commence à arriver au niveau du Real Madrid, alors que vraiment, Xabi Alonso faisait des débuts parfaits. Quasi parfait. Et malheureusement, cette panique au niveau du Real, en fait, c'était le début de la fin sur la saison qu'on ne pensait pas aussi bizarre et aussi au final quelconque du Real Madrid, qui se poursuit encore aujourd'hui avec un imbroglio autour de son président Florentino Pérez qui a demandé des élections anticipées, etc. Mm. pour rasseoir un petit peu son autorité et sa légitimité à la tête du Real. Mais oui, comme tu le dis, le Barça qui au final finit champion assez tranquillement, qui finit champion sur un Classico, sur une En victoire plus. contre le Real. Ils deviennent champions grâce à cette victoire-là, ce qui est vraiment pas anodin dans le spectre de la Liga. Mais moi, je voulais te poser une question plus sur l'Espagne et sur la saison de Liga. Toi, comment tu as vécu cette période justement du Real complètement dans le flou entre, j'ai envie de dire, mi-décembre, où on a les premières rumeurs sur Xabi Alonso, il doit gagner tous les matchs dans une saute, et cette fin de saison complètement ubuesque avec José Mourinho qui pourrait arriver, Florentino Pérez qui fait n'importe quoi, les histoires autour de Vinicius, autour de Mbappé, autour des joueurs qui se battent dans le vestiaire. Comment t'as vu tout ça? Eh ben, je sais pas si tu es au courant d'un des surnoms du Bayern Munich qui s'appelle FC Hollywood. Cette saison, enfin et même depuis quelques saisons, le FC Hollywood, c'est plutôt le Real Madrid, hein. Ouais. Vraiment, il y a trop d'histoires qui partent dans tous les sens.
En fait, et malheureusement, je pense que les rumeurs comme quoi il y aurait le retour de José Mourinho pour justement ramener le calme dans ce vestiaire, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que, en fait, Florentino Pérez est trop impliqué dans les affaires du club. Et en fait, je pense que le choix de Xabi Alonso, il était bon, mais qu'il aurait fallu vraiment lui donner les pleins pouvoirs et que Florentino Pérez arrête de mettre son nez là-dedans et décrédibiliser le rôle du coach un peu dès qu'il l'a pu. Et oui, enfin, Xabi Alonso, pour moi, c'était vraiment c'est toujours un très bon entraîneur, mais que vraiment, la première saison, il pouvait ne rien avoir comme titre. Peut-être. Mais que Rome ne s'est pas construite en un jour. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. C'est pas en 2 mois sous un nouveau coach que ça y est, tout va changer. Je pense aussi que l'effectif du Real Madrid est globalement mal construit parce que tu prends que des joueurs qui veulent jouer dans les mêmes zones. L'aile gauche, milieu offensif, là, il y a trop de joueurs. Les Bellingham, les Rodrigo, les Bappé, les Vinicius, les Arda Güler, peut-être bientôt Nico Paz, ils veulent tous jouer au même endroit. Et cette politique de ah bah tiens, je vais recruter des joueurs à moindre frais parce qu'ils sont en fin de contrat, mais par contre je vais leur donner des salaires mirobolants, ça n'aide pas non plus. Là, il faut que le Real il fasse quelque chose à ce mercato estival, notamment en défense, parce que il est surtout là le problème du Real. Et ça, Xabi Alonso, pourtant, il l'a dit, il voulait un milieu créatif et il voulait des renforts en défense. Il a eu Carreras qui s'est écroulé depuis que Xabi Alonso est parti. Il a eu Trent Alexander-Arnold qui, surprenamment, a passé une bonne partie de la saison blessé et qui, de toute manière, est bien meilleur offensivement que défensivement. Et Ah derrière, bon? tu te retrouves avec David Alaba. Je sais pas combien de matchs il a joué avec le Real Madrid en tant que titulaire, mais à mon avis, ça dépasse pas les 20. Et il est là depuis 4 ou 5 ans. Un Eder Militao qui, malheureusement, il s'est encore fait les croisés. Avoir juste Rudiger et Huysen qui a tellement bien joué qu'il en a perdu sa place pour la Coupe du Monde avec l'Espagne comme défenseurs centraux fiables. Plus je sais même plus son nom là, mais le central que tout le monde disait ouais, ça va être le central du futur du Real. Tu parles Asensio? Ouais, voilà, c'est ça. Raúl Asensio? Asensio. Ouais. Non, non, l'effectif du Real est profondément mal construit. Et du coup, ça donne des guerres d'ego parce que bah, tu peux pas tous les faire jouer ensemble. J'essaie de regarder un petit peu les nombres de fois où David Alaba a été titulaire depuis qu'il est au Real. En tout cas, cette saison, il a très peu été. Ça, c'est sûr. Il n'a été que 11 fois cette saison. Et je pense que c'est peut-être une des saisons où il a peut-être le plus joué avec le Real. Mais oui, Pourtant, on a l'impression qu'il a pas joué. Donc, je suis assez d'accord avec toi 600 sur tout ce que. minutes de jeu cette saison avec le Real. Ouais, non, mais c'est 600. famélique. C'est famélique. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond du problème au niveau de l'effectif qui est peut-être pas finalement assez bon ou assez bien structuré pour le Real. Mais moi, c'est plus tout le à côté qui me surprend énormément parce que Mais à côté, quand on. c'est Florentino Pérez qui en est l'un des, si ce n'est le principal responsable. Après, tu as Ouais, aussi bien sûr. les guerres d'ego entre apparemment le clan Vinicius, Bellingham et le clan Mbappé. Enfin, Il y a ça aussi. clan Mbappé, non, parce qu'il est un peu tout seul du coup maintenant. Il y a le fait que, il y a le fait que les joueurs ont la peau de Xabi Alonso, et c'est des joueurs dont on parle pas forcément en disant guerre d'ego. C'est Valverde, c'est Valverde qui va voir Florentino Pérez et qui, en tant que capitaine du Real, lui dit bah c'est pas possible en fait avec Xabi Alonso. C'est Vinicius qui en a marre que ce soit Mbappé qui a la couverture à lui. C'est Bellingham qui peut pas piffrer a priori Kylian Mbappé dans cette équipe-là.
C'est Mbappé Intéressant. qui dès qu'il est blessé, s'écarte du groupe pour aller à l'étranger ou en vacances. C'est, comme tu le dis, une instabilité autour de Florentino Pérez de toute la saison où on pense qu'il va être actif sur le mercato, puis en fait il change de coach, puis on se dit bah, il va aller chercher un Klopp, il va aller chercher un top entraîneur une fois que la saison est finie. Non, il vient avec une vieille recette qui est José Mourinho, où tu sais que ça va globalement pas apaiser le club, apaiser les supporters. Et tu as cette cerise sur le gâteau qui est la bagarre entre Tchouaméni et Valverde qui, à mon avis, ça va être compliqué de revoir les deux sous le même maillot à l'avenir. Ouais, mais alors que Toutes ces... Chouameni, c'est peut-être le milieu le plus fiable de toute la saison du Real, et que Valverde, bah tu as dit, c'est le capitaine du Real. Ouais, Euh, Valverde, en plus, il a ce coup d'éclat contre Manchester City avec ce triplé en Ligue des Champions. Mais oui, la saison du Real, elle est assez catastrophique parce que bah, saison blanche, on sait qu'au Real, ne pas gagner un trophée, c'est absolument impossible. Mais, Super euh, rêve. mais c'est surtout ouais, l'institution réelle on loue à chaque fois qu'on veut montrer un exemple de club bien géré, en avance sur les autres ou machin. Là, on a vraiment vu cette institution qui a vrillé complètement sur cette saison. Et encore, les 8 points de retard sur le Barça en Liga, ils sont limite trompeurs en fait. Oui. Tellement, je pense que l'écart entre les deux clubs en termes de gestion cette année, il était grand parce que de l'autre côté, au niveau du Barça, bah, au final, il y a eu les petits problèmes de Yamal en début de saison, mais sinon, il n'y a pas tu ne ressors pas de problématiques réelles dans la saison. Les départs de Lewandowski en fin de saison, ça s'est bien passé. La première saison de Johan Garcia dans le but, ça s'est bien passé. Quelques petits soucis en défense centrale aussi pour le Barça, mais globalement, il y a vraiment un monde d'écart entre les deux clubs cette saison. Ouais. Après, j'ai envie de dire que Barcelone, ils s'en sortent bien parce que le club est aussi fondamentalement mal géré. Mais là, c'est plus financièrement. Et en fait, ils ont surtout de la chance d'avoir la Masia. Parce que s'ils n'ont pas la Masia, il n'y a pas de Yamal, il n'y a pas de Koubarsi, il n'y a pas de. Non, Pedri, il est arrivé après. Il n'y a pas de Il Fermin arrive Lopez. après. Euh, Oui, mais c'est pas de la chance, c'est le Barça qui met ça en place. oui, oui, mais C'est le, si. c'est le FC Barcelone qui met en place un centre de formation ultra compétent qui lui permet, en cas de coup dur, de pouvoir s'appuyer sur ses jeunes, voire de sortir quelques-uns des meilleurs prospects pour le foot mondial. C'est sûr que Oui, financièrement, c'est pas le club le mieux géré, mais ils sont capables de gagner quand même, et ça, faut le souligner. oui, faut le souligner. Mais juste, en fait, les trois gros clubs espagnols, où on rajoute l'Atlético Madrid, ils ont des dettes immenses et je sais pas pourquoi, mais ils ont le droit de continuer à faire comme si de rien n'était. Et alors qu'au final, bah, du coup, enfin, tout est beau tant que tu gagnes. Et même quand tu gagnes pas, t'as la Liga qui fait ah, allez, c'est pas grave, ça paiera plus tard. Et du coup, tu peux continuer à faire des folies alors que tu regardes que bah, en Ligue 1, c'est un peu plus appliqué. Et à peu de choses près, on aurait eu Lyon et Girondins de Bordeaux relégués pour mauvaise gestion financière. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, ça a toujours été en Espagne, hein, c'est comme ça. Il y avait l'État était beaucoup derrière ces clubs aussi de foot pour justement les aider à s'endetter, sans être en difficulté. Le Barça a été en difficulté, mais pas à cause de la Liga, à cause des règles de l'UEFA Oui, sur, bah sur il y a la règle l'interdiction de recrutement. il y a la règle de la Liga du 1+1 aussi. Oui, Et aussi. c'est ça qui les a embêtés récemment. Mais tu vois, 2 ans après ce fameux mercato où ils ont mis
des mois et des mois avant de pouvoir inscrire Dani Olmo en Mm. tant que nouveau joueur du Barça. Ils sont capables de lâcher au début du mois de juin 80 millions d'euros sur un attaquant. Et ce qui leur a coûté Nico Williams l'été dernier, au final. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc, ça, par contre, donc moi, j'ai envie de souligner quand même la belle perf du Barça qui n'est pas encore sorti d'affaires au niveau financier, mais qui, sportivement, en tout cas, ça oui. fonctionne, quoi. Non, ouais, t'as raison, sportivement, cette saison, c'est très très bien. Il y a un gros couac, on en parlera plus tard. Mais en Liga, en tout cas, ils n'ont jamais véritablement été inquiétés. Puis même, quand tu regardes la diversité qu'ils ont, sur les 5 meilleurs buteurs de la Liga, il y en a 2 qui sont au Barça, c'est Ferran Torres et Yamal. Et sur les 5 Mhm. meilleurs passeurs, il y en a 4, enfin 3 qui viennent de Barcelone. Yamal, Oui, non, Ferran et mais Pedri. Donc oui, oui, en plus c'est beau à voir, c'est spectaculaire. Franchement, si tu as une équipe cette saison à regarder dans tout le championnat européen en termes de spectacle, alors je viens d'y penser, du coup c'est pas le Barça, c'est plutôt le Bayern, mais le c'est plutôt le Barça Bayern. Mais oui, c'est un le Barça, deuxième ça serait très beau, ouais. quasi incontestable. Hein. T'as le PSG à la rigueur quand ils ont leur équipe type, Bah, le mais PSG, ouais ça aurait c'est été plus en Coupe d'Europe qu'en championnat. Mais oui, je suis d'accord, le Barça a vraiment régalé cette saison. En plus, retour du Camp Nou. oui du Retour du Spotify Barça, quand nous attention. Hein. du Spotify Camp Nou. Retour au Camp Nou. Donc, non, non, ça a très bien fonctionné. Et puis, stats quand même assez folle, hein, pour le Barça, Vas-y, qu'on n'a j'aime les pas encore stats. dit. 19 matchs à domicile, 19 victoires. Oui, c'est vrai. Et ça, et tous ces matchs n'étaient pas au Camp Nou. Donc, Et tous ces matchs n'étaient pas au Camp Nou. Avant peut-être de passer à un autre championnat, un petit mot oui, quand même sur le club de Gérone, relégué, oui. du coup, en Euh, Liga. Gérone qui était en Ligue des Champions il y a un 2 an. saisons. Ah non, t'as raison, la saison dernière, oui. C'est la saison dernière, hein. Lors de la phase Club de poule, filiale oui. de Manchester City, Ouais. euh, qui du coup est relégué en deuxième division cette saison. Voilà, c'est assez surprenant comme, euh, comme résultat, mais ça prouve que bah, c'est pas évident, hein, d'être très bon au haut niveau et que la multipropriété peut des fois pas être garante de se sauver. D'ailleurs, dans une Liga qui a été très, très, très disputée au niveau du maintien jusqu'à la dernière journée. Je ne sais pas si tu Oui, avais, c'est ça. Parce que, vu ça, mais il y regarde, avait, bah, il y avait quasiment 10 clubs qui pouvaient descendre encore à 2 journées de la fin. Valence 9e est plus proche de la 19e place que de la Ligue des Champions. Ah oui, oui, complètement. C'est Complètement. incroyable. Valence a 8 points de retard, 8 points d'avance sur Gérone qui est 19e, mais a 11 points de retard sur le Betis, qui est le dernier qualifié en Ligue des Champions, 5e. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, j'ai pas regardé en détail parce que j'ai juste remarqué ça tout à l'heure en montrant l'image. Mais j'avoue que je suis pas sûr que dans d'autres championnats, en étant 9e, t'es plus proche du 19e que du 5e, quoi. Alors, j'ai pas regardé ça non plus, mais Bien enfin, sûr, je bien sais sûr. qu'en tout cas, pour avoir un petit peu plus suivi la Liga que la Serie A cette saison, ouais, la course au maintien était une course assez effrénée. Et je mettrais un tout petit focus sur le club de Levante qui s'est sauvé alors qu'ils étaient Mhm. très loin de se Oui. sauver avant à la trêve hivernale. Club qui Il a un a bon été coach, hein. récupéré par un coach portugais qui s'appelle Luis Castro, qui a démarré la saison au Football Club de Nantes et qui bah, n'aura pas fait descendre de club cette saison comme l'avait anticipé le président du FC Nantes, Valdemar Kita. Ouais. Voilà, petit focus. Et dernier mot aussi sur Atlético Madrid, une saison assez inconstante. En même temps, il y a eu beaucoup de recrutements l'été dernier. Et aussi club qui voit partir sa légende Antoine Griezmann, qui va Oui. rejoindre la MLS cette année. Ça y est, je n'ai plus aucune raison d'être gentil avec l'Atlético de Madrid. Désolé pour eux. Mais pourtant, l'Atlético qui a un petit peu changé de paradigme cette année, qui a essayé d'être Oui, plus en joueur et qui a offensif, ouais. pris plus de buts aussi. Mais oui, une saison assez quelconque parce que l'Atlético a vite été distancé par les deux de devant et par le Barça notamment, a vite creusé l'écart avec ceux de derrière pour s'assurer la place en Ligue des Champions.
Donc, je crois qu'à partir d'à peu près de mars, il y a quasiment plus. Je crois que Julien Alvarez a pu être titulaire avant la toute fin de saison Ah ouais? depuis. Il y avait une période entre mi-mars et mi-mai où il n'a pas joué en championnat parce qu'il était préservé pour la Ligue des Champions alors que le mec n'était pas blessé, quoi. Allez, on le met au formol. Donc, ouais, c'était ça. Tu vois, c'était un peu l'idée. Donc ouais, enfin, pas joué, mais pas été titulaire. Ok. Euh, donc ouais, saison un petit peu enfin, très tranquille pour Atletico, qui fait une demi de Ligue des Champions, mais pas grand-chose à signaler en Liga. Mm. Allez, nouveau championnat, la Bundes. Cette fois, promis, on passe très vite parce que Julien, je sais pas combien de matchs de Bundes t'as regardé cette saison, mais à mon humble avis, t'en as pas regardé plus de 5. Est-ce que j'ai tort? Peut-être pas. Voilà. Peut-être pas. Moi, à titre indicatif, j'en ai regardé 29. À ton avis, combien étaient de Dortmund? 29? Non, 22. Ah, Non, j'ai regardé on a quelques raté chocs, quelques-uns genre quand même. Bayern, Leipzig ou. Ouais, ouais, bah, en Bundes, ça joue à des horaires des fois un peu bizarres. Donc, C'est bon, vrai quand je suis en que des week-end. fois, le samedi 15h30, il est pas top, hein. Ouais. Mais bon, si je peux avoir Dortmund et mon Jean-Charles Sabatier le week-end, je suis content. Je comprends. Je comprends. Et donc, Vas-y, oui. parle-nous un petit peu de la Bundes, que tu as plus suivi que moi, c'est clair. Ah Puisque tu, bah. tu, tu suis beaucoup plus Dortmund. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette Bundes? Bah, franchement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a un Bayern totalement record, 122 buts marqués, différence de but de 86. C'est quasiment autant que les trois autres équipes qui vont en Ligue des Champions réunies. Euh, Dortmund, on n'a pas fait. Oui, je dis on. Dortmund n'a pas fait une grande saison et pourtant le club s'est qualifié en Ligue des Champions de manière assez tranquille, bizarrement. Enfin, c'est très bizarre. Genre, Serhou Guirassy finit troisième meilleur buteur de la Bundesliga. J'ai pas eu l'impression qu'il était titulaire la moitié du temps. Enfin, c'est très étrange cette Bundes. Moi, j'ai une question pour toi, justement, sur Dortmund, parce que de l'extérieur, comme ça, en suivant les résultats, globalement, je me suis dit, Dortmund fait quand même une saison plutôt sympa. Face à ce Bayern qui est pas loin de tout écraser. Ils ne sont jamais vraiment décrochés. Sur la fin, évidemment, ils lâchent beaucoup de points, mais ils ne sont jamais vraiment décrochés. Niko Kovac fait vraiment une jolie saison. Mais pourtant, il y a je connais quelques supporters de Dortmund qui, euh, qui ont, euh, qui ont pas aimé cette saison, globalement, du Borussia, Hmm. alors que moi, je trouve que en fait, Dortmund est à sa place. Oui, bah, quand le Bayern est trop fort, Dortmund ne peut pas faire mieux, mais que le Bayern soit au-dessus de Leipzig, de Leverkusen, de Francfort, qui étaient des équipes qui poussent depuis plusieurs saisons, ou Hoffenheim, qui a été une très belle surprise sur cette saison de Bundes. Je trouve quand même que c'est plutôt bien, quoi. Il y a quand même 8 points d'écart entre Dortmund et Leipzig. C'est pas rien, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que même moi, de mon ressenti, en fait, genre Dortmund, c'est une équipe qui, globalement, genre, je trouve, défend mal. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise quand, en fin de saison, tu vois que Dortmund est la meilleure défense de Bundesliga. Bah oui, c'est ça. En fait, le ressenti sur le terrain, en fait, c'est ça ce que les supporters reprochent à Kovac. C'est que, alors oui, il y a du spectacle globalement dans les matchs de Dortmund, mais enfin, c'est pas du beau jeu. Il y a beaucoup de buts, c'est des centres de Ryerson qui arrivent sur la tête de Guirassy ou ce genre de truc. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, mais c'est un peu faute de mieux. On a du mal à s'enthousiasmer autour d'une vraie pépite, comme, je sais pas, Jadon Sancho il y a quelques saisons. Là, Tu en sens fait, on a. que cette équipe, elle est à son plafond, quoi. Elle peut Ouais, pas progresser. c'est Dans ça. l'état actuel, elle peut pas progresser. Il y a beaucoup d'artistes intermittents à Dortmund, en fait. Et c'est ça qui est chiant, c'est parce que ça va pas vraiment dans la continuité. Tu vois pas des progrès au cours de la saison. Là, Kovac, oui, effectivement, ça finit deuxième avec une marge assez bien sur les autres qualifiés avec des champions.
mais il n'y a jamais vraiment eu de maîtrise totale. Il y a eu beaucoup d'éclats. Et en fait, c'est ça. Il manque un fond de jeu véritable. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas les joueurs? Est-ce que. Enfin, je sais pas ce qui manque, mais concrètement, là, il va y avoir Julian Brandt qui va partir. On sait pas où. Niklas Zule d'ailleurs qui prend sa retraite. Je me souviens, on était tous les deux surpris quand il quittait le Bayern qu'il aille à Dortmund. Mais à Mhm. Dortmund, il a jamais rien fait. Je sais même pas s'il a été titulaire. Enfin, au cours de quelques matchs, tu vois. Schlotterbeck a prolongé à Dortmund. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que le club le plus chaud sur lui, c'est le Bayern. Non, pas le Bayern. Le Barça. Le Et Barça, ouais. maintenant que le Barça, vu que leur plus gros problème, c'est sa défense, ils décident de mettre 80 millions sur un ailier gauche et de casser leur tirelire pour attirer un attaquant alors que leur attaque va très bien. Tant mieux, hein. Moi, je suis très content que Schlotterbeck reste à Dortmund, sauf que c'est le capitaine. Mais concrètement, je me dis pas, allez, l'année prochaine, c'est la bonne, tu vois. L'année prochaine, si on finit deuxième, je vais être là, bah, ça sera très bien. Parce que je sais que ce Bayern-là, il va pas s'arrêter là. Est-ce que il n'y a pas un problème un petit peu structurel dans le Dortmund qui euh, j'écoute beaucoup d'émissions à la radio sur RMC notamment où on parle un petit peu de foot européen, notamment l'émission du lundi soir Les Drôles de Dames avec Avec Polo. avec Polo Breitner, qui se pose souvent cette question-là et j'ai envie de te la poser. C'est quoi le projet Dortmund en fait? Je ne parle pas évidemment du nom qui avait été donné au projet Oui, de oui. l'Olympique de Marseille à l'époque de Vincent Darwin, mais c'est quoi qu'est-ce qu'ambitionne Dortmund en fait? Est-ce que c'est de vraiment concurrencer le Bayern? Est-ce que c'est d'être l'éternel second de Bundesliga? Est-ce que c'est tous les 10 ans, on tente d'être l'équipe qui va prendre un titre au Bayern. C'est quoi le projet ou est-ce que c'est enfin on va mettre ce qu'il faut pour retenir nos joueurs, retenir nos gars et aller chercher des vrais pépites qui vont pouvoir nous faire passer un step. En fait, Dortmund, c'est le plus grand club d'Europe qui ne peut pas, qui ne peut pas garder ses joueurs. Si ces pépites, comme tu dis, elles veulent partir à l'étranger pour franchir un cap, comme je pense à mon petit chouchou Bino Gittens, qui a vécu une saison quasiment blanche à Chelsea, Mhm. euh, en fait, Dortmund ne peut pas les retenir, ces joueurs-là. Si tu veux, en fait, c'est soit le dernier club du tiers 1 européen, soit le premier du tiers 2. Mais qu'est-ce qui fait que ça change pas? Parce que euh, si dans d'autres pays c'est la galère, en Espagne, en France notamment, le foot au niveau économique en Bundesliga ça fonctionne bien. Les clubs sont bien gérés, il y a de l'argent. Qu'est-ce qui fait que Dortmund n'arrive pas à progresser et à retenir, comme tu disais, un Bino Gittens qui part pour 55 millions à Chelsea et c'est même pas en plus une somme que tu ne peux pas refuser, entre guillemets. C'est pas, on te met pas Ouais. 80 millions, c'est un jeune ailier gauche de 21 ans. Euh, En Qu'est-ce fait, qui fait que ça progresse pas à ce niveau-là? deux choses. Et en fait, la première découle de la deuxième. D'une, Dortmund, ça recrute énormément en Bundesliga. Et en fait, ça surpaye les mauvais joueurs, entre guillemets, de Bundesliga. En fait, on dit d'habitude que le Bayern, c'est l'aspirateur à bons joueurs de Bundesliga. Bah, Dortmund, en voulant essayer de dépasser le Dortmund s'y prennent les Bayern, autres. bah, en fait, tu prends les autres, mais tu te retrouves pas avec des réussites. Et tu regardes, C'est qui? je pense, notamment, là, ces dernières saisons, il y a eu beaucoup de milieux de terrain qui ont été recrutés. Maoud Daoud, Salih Özcan, qui globalement étaient Mhm. de bons éléments de Bundesliga, mais ils avaient jamais ce truc pour passer le step supplémentaire à Dortmund. Je pense à Torgan Hazard, je peux penser Mhm. à d'autres joueurs, mais il y a eu très peu de
de vraies réussites à Dortmund en termes de recrutement ces dernières années. Et en fait, les vraies bonnes recrues, elles viennent de l'étranger. Et le problème, c'est que Dortmund continue à énormément recruter en Bundesliga. Je pense notamment, bon, il y a des contre-exemples évidemment. Serhou Guirassy, je m'attendais pas du tout à ce qu'il devienne ce neuf à Dortmund. Je pensais Ouais, bien justement sûr. que il a fait une bonne saison à Stuttgart, ça va le prendre et ça va flop, comme la plupart. Il m'a fait mentir, très bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. Je pense à Schlotterbeck, qui évidemment était une très bonne recrue. Je pense à Félix Mencha, qui s'impose dans l'entrejeu. Mais il y a plein de joueurs, t'attendais plus, et au final, ils n'ont pas deliver. Je pense évidemment à Johan Brandt. Je pense à Daniel Malen, qui il a été très bien vendu, je trouve, pour ce qu'il donnait, mais il manquait ce quelque chose pour vraiment que lui-même décide de passer au step supérieur. Euh, et, et donc voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que le directeur sportif et le président exécutif sont partis cette saison ou quittent là à l'issue de cette saison. Donc là, il va y avoir toute une nouvelle direction sportive du côté de Dortmund. Mais c'est pour ça que je me dis, ça va pas changer. Tac, dès la saison prochaine, ok, on va concurrencer le Bayern les yeux dans les yeux. Mais peut-être à voir dans quelques années. Ok. Donc c'est le début d'un nouveau cycle à Dortmund. Je sais pas si Kovac, c'est le coach idoine, mais en attendant, on peut pas cracher sur ses résultats. Donc Ok. à voir le début de ce nouveau cycle à Dortmund. Mais j'ai surtout hâte de savoir qui va pouvoir prendre les rênes. Parce que, évidemment, je suis un peu biaisé parce que c'est mon joueur préféré. Mais qu'est-ce que Marco Reus faisait du bien quand il était encore au club? Parce qu'au moins, Oui, t'avais un leader qui il était manque là. cette tête d'affiche. Ouais. Et Hummels aussi, quand il est revenu. Ça, vraiment, ils ont fait du bien au club. Mais là, Schlotterbeck, en fait, je sais pas si cette saison, il était beaucoup en mode c'est ma dernière saison au club et ensuite je fais le grand saut au Barça, par exemple. Mhm. Je sais pas. Est-ce qu'il va step up? J'espère. Mais j'attends de voir. Pour l'instant, ils ont fait une recrue, un ancien Titi du PSG qui était passé dans la galaxie Leipzig. J'ai oublié son nom, mais à voir. À voir. Je serai toujours derrière Dortmund, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup été emballé par Dortmund cette saison. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire sur cette saison de Serie A où oui, on a vu que le Bayern De allait Serie A, oui, tout globalement. à fait. De Serie A, de Bundesliga, pardon. Le Là, on Bayern a de vu que le Milan, Bayern, tout à fait. et que le Bayern allait être devant. Peut-être un petit mot sur Wolfsburg quand même C'est sauvé. relégué, Non, non, oui. qui est Non, relégué, oui, oui, ils ont mal indiqué. Ils ont perdu leur barrage contre le troisième de Bundesliga. Donc oui, oui, ils sont relégués. qui est relégué. C'est Paderborn qui les a battus. Ouais. Étonnamment, les supporters allemands sont très contents. Parce qu'en fait, j'ai appris que Wolfsburg, c'était un de ces rares clubs qui, du coup, appartiennent à une entreprise, comme Leverkusen ou Hoffenheim. Et en fait, ces clubs, ils contournent la règle historique en Allemagne, qui est le 50 plus 1. Oui, C'est-à-dire que personne ne peut, enfin, au sein de ces clubs, ne peut posséder plus de 49,99999% du club pour que le club reste dirigé par ses fans. Et en c'est fait, ça. c'est les trois clubs que j'ai cités. Donc Wolfsburg possédé par Volkswagen, Offenheim par SAP et Leverkusen par Bayer. Contourne ça et ce pourquoi ils sont détestés en Allemagne. Évidemment, pareil que Leipzig, hein, j'allais pas les oublier ceux-là. Et les clubs artificiels qui sont jugés. Donc ouais, j'ai appris ça comme ça. Ouais, en tout cas, Wolfsburg qui est un club historique hein, de Bundesliga, en tout cas un club phare de ces dernières années, qui avait passé des gros joueurs, qui a Ouais, beaucoup ouais. d'internationaux dans son équipe, qui descend en Après, deuxième ça faisait division. C'est longtemps vrai que qu'ils c'est n'étaient pas allés en assez. Ligue des Champions. Ils avaient fait quelques Oui, ça trucs fait un petit. en Europa League, mais jamais très loin. Donc,
D'un Je point me de vue demande si la dernière totalement fois qu'ils n'ont pas été extérieur. en Ligue des Champions, c'est cette fameuse double confrontation contre le Real où Hmm. ils gagnent 2-0 à l'aller, où le Real gagne 3-0 au retour avec le triplé de Cristiano. Avec Je me demande Julian si c'est pas la Draxler, dernière ouais, ça fois. va être ça. Ça doit être ça, je pense. Le dernier joueur marquant de Wolfsburg, c'était Kevin De Bruyne et Julian Draxler quand même, hein, donc ça commence à remonter, hein. Oui, ça commence à remonter, hein, c'est sûr. Allez, on s'arrête là pour le chapitre Bundes. Et Ça sera ensuite, très bien. ça fait déjà 45 minutes d'émission. Heureusement qu'on a dit qu'on allait rapidement. La Ligue 1, notre bonne vieille Ligue 1 qui s'est terminée avec le sacre du PSG. Je sais pas pour toi, mais j'ai jamais vraiment cru euh, au titre de Lens. Non, non, Et non, non. C'était une très belle histoire. Euh, C'est une très belle histoire dans cette saison de Ligue 1, surtout avec cette confrontation qui devait arriver entre Lens et le PSG, où les deux étaient au coude à coude ah oui, ça, mi-avril. Mais non, non, à aucun moment j'ai personnellement cru que Lens allait le faire. Mais ça a donné un peu d'intérêt à cette Ligue 1 qui en manquait depuis quelques années. hmm, Même si je t'avoue que j'ai plus suivi le bas du classement de Ligue 1 que le haut du classement de Ligue 1 malheureusement. personnellement. J'ai bien aimé quelques petites équipes dans cette Ligue 1, évidemment Lens, mais Hmm, j'ai envie de mettre un focus sur Lyon ouais. qui a un tout petit peu raté sa fin de saison avec ses deux défaites sur les deux dernières journées de championnat, Face à mais Lens qui m'a notamment. vraiment très agréablement surpris et pour moi, avec Lens, l'équipe de la saison Ligue 1. Ouais, bah oui, totalement, parce qu'on rappelle qu'ils sont relégués avec Administrativement, ouais. sursis administrativement. Ils sont sauvés par Michel Kang qui dégage John Textor. Et au final, ils doivent vraiment faire un recrutement de briques et de bois. Et au final, quasiment toutes leurs recrues, elles ont eu un rendement incroyable. Je pense à Pavel Schulz, qui finit deuxième meilleur buteur de l'OL avec genre 11 buts, un truc comme ça. Je pense à Afonso Moreira, qui a très bien su faire oublier Malik Fofana sur l'aile gauche de Lyon. Euh, je Taylor pense à Morton, Taylor Morton qui a fait un très des bons débuts de saison, puis ensuite il a un peu disparu. Mais ouais, Lyon, si tu m'avais dit devant Marseille en début de saison, j'aurais été là, arrête de te foutre de ma gueule. ah ouais, c'est clair. Et C'est clair. eux, et Lyon, comparé à Dortmund, ils ont une âme parce qu'il y a Corentin Tolisso. Ils ont peut-être ce joueur. En plus, ils ont récupéré une Il a tête une bonne d'affiche à la saison, mi-saison Tolisso. avec l'arrivée d'Hendrick, Aussi. en prêt du côté qui vient du Real Madrid. Et j'ai vraiment envie de tirer un petit coup de chapeau à cette équipe lyonnaise qui j'espère, va aller en Ligue des Champions parce que ça Mm. ferait beaucoup de bien aux finances du club. Ah Et je oui. trouve qu'ils le mériteraient sur leur saison. Évidemment, coup de chapeau aussi à Lens et Lille qu'on n'attendait pas sur le podium et qui en méritent leur place sur le podium. Mais ça me ferait très plaisir que Lyon soit en Ligue des Champions. Oui. Voilà, je voulais mettre un petit peu de positif avant sûrement de parler de négatif après. Attends, j'ai un peu de positif à rajouter. Vas-y, vas-y. Le LOSC, ils perdent 6 ou 7 titulaires l'été dernier. Je me dis, ça va être catastrophique. Ils retournent en Ligue des Champions. Ça, franchement, euh, plus inattendu, enfin moins inattendu que Lyon, ok, mais vraiment, très très belle perf de Lille. Lens et Lille, c'est les deux clubs les mieux gérés financièrement de Ligue 1. J'avais regardé les comptes. Euh, Arriver à faire des perfs tout en gagnant de l'argent, ce qui est extrêmement rare pour des clubs de Ligue 1 cette saison, enfin Mhm. ces dernières saisons, franchement, chapeau, hein. Alors qu'à côté, t'as le mauvais élève Marseille qui chambarde tout. Voilà, le FC Hollywood en France, c'est l'OM, hein, à n'en pas douter. Et Clairement. Rennes
qui fait des petites erreurs aussi en termes de mercato. Je pense notamment l'été dernier, non, l'hiver dernier, quand ils étaient aussi proches de la relégation. Et hop, ils sortent des Seko Fofana du chapeau pour remonter. Là, cette saison, ça a plutôt bien tourné depuis que Habib Beye est parti. Merci Esteban Le Paul. Ça, c'est le transfert quasiment de saison en Ligue 1. Mais géré financièrement, euh, heureusement qu'ils ont un milliardaire derrière, hein, parce que sinon Rennes, il serait pas à ces hauteurs là. Même constat pour Monaco. Et Strasbourg, il paye la politique de club de Chelsea, hein, pas la leur. Le changement d'entraîneur a niqué un petit peu les deux dynamiques des clubs. Donc ça, je trouve ça dommage. Et ensuite, dernier point, ensuite je te rends la parole pour du positif ou du négatif, comme tu veux. Le Havre, ça fait 4 mercato où ils ont dépensé 0 €, un peu par choix et surtout forcé, et ils se maintiennent pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1, tranquillement, j'ai envie de dire, presque tranquillement, sans passer par les barrages. Franchement, Mathieu Baudebert, un grand respect. Et je sais pas quel club va lui mettre la main dessus parce qu'il a il a démissionné à l'issue de la saison. Mais franchement, les yeux fermés, moi je suis n'importe quel dirigeant de Ligue 1, je décroche mon téléphone pour appeler Mathieu Baudebert, hein. Alors normalement, je sais pas si tu as suivi, Mathieu Bonnemer doit s'engager avec Caen en national, en Avec Ligue 3 maintenant. quoi? Ouais, ouais, et avec Caen Mbappé, il a dû arriver. qui a été racheté justement par la famille Mbappé. Putain. Et normalement, il doit s'engager là-bas. C'était déjà en discussion depuis plusieurs jours. Et là, j'ai vu un papier de West France là, qui en parlait aujourd'hui. Oh la vache, oh la déception. Oh, genre, je sais pas, PFC, Brest, je sais pas, le Après, Turquie. quand qui repart sur un projet sûrement ambitieux, avec un petit peu de moyens en Ligue 3, avec un jeune coach, Gaël Clichy, Ah, c'est Gaël pour son Clichy? premier poste. Ah oui. C'est Gaël Clichy le coach ouais, Ok. depuis le milieu de saison. Et donc Mathieu Bodmer à la direction sportive, ça peut être un petit projet à suivre en Ligue 3 pour la première saison du coup de De ce Ligue 3. championnat nommé comme ça. Ouais. Ok, ok. Putain, bah tu m'apprends des trucs, c'est bien. En effet. Non, Allez. je garde la main du coup pour évidemment parler un petit peu plus de négatif. On a fait le focus positif. On va pas forcément parler du PSG à ce moment-là dans la vidéo parce que, enfin dans le podcast parce que c'est pas très utile. Même eux, ils sont un petit peu battus les couilles de la Ligue 1 cette année, donc ils ont été champions, bravo à eux, mais c'est pas le plus important. Je pense que faut qu'on parle de. T'as commencé à en parler, mais de Marseille qui était le concurrent en début de saison du Paris Saint-Germain, ce qui avait été déclaré par Roberto De Zerbi, entraîneur de l'Olympique de Marseille à l'époque, c'était se rapprocher au plus possible du PSG. Quand ils font ce match au Vélodrome le soir de la remise du Ballon d'Or où Marseille gagne 1-0, on se dit que pourquoi pas une très belle saison à l'OM et peut-être que l'équipe qui va concurrencer le Paris Saint-Germain, ça sera pas long, ça sera Marseille. Et finalement, En même tout temps, on pensait pas trop à s'éteint, Lens en tout début de saison. s'écroule. On pensait pas trop à Lens en début de saison. Et finalement, tout s'écroule un soir d'hiver où Marseille prend 3-0 contre le club Bruges, où un gardien au Portugal marque un but de la tête totalement tout paravolo à Marseille qui n'en se relèvera pas, qui vire son coach, qui perd son président, qui perd son directeur sportif, tout ça en très peu de temps, et qui finit avec une fin de saison assez compliquée où on pensait que le podium était pas loin d'être joué pour eux et finalement ils finissent hors zone Ligue des Champions. Ouais, après, bon, malgré 2 victoires dans la dernière journée,
Ouais. Heureusement qu'ils battent Rennes à la dernière journée parce que sinon ils devraient aller en. Non, attends, non, parce que Lens a gagné Parce que Lens a gagné la la Coupe de coupe, ouais. France, donc oui. Mais à l'époque, ouais, pour être sûr de jouer à la Ligue Europa, il fallait absolument gagner contre Rennes. Ils ont réussi à le faire, faut quand même leur donner ce crédit-là, mais oui, On saison ratée, rappelle, encore une fois, une de plus pour l'OM, quoi. on rappelle que les trois clubs qui pouvaient encore se qualifier pour la Ligue des Champions avant la dernière journée, c'est-à-dire Lille, Lyon et Rennes, ont perdu leur dernier match, hein. Oui, oui. Ce qui est assez fou, puisqu'en plus Lille jouait contre Auxerre, qui était à ce moment-là dans les trois relégables barragistes. Lyon jouait contre Lens. Lens, qui était sûr d'être deuxième et qui Et jouait qui a son mis une dernier équipe match, et bis. en plus à domicile. Et Lens a mis une équipe bis. Et ça n'a pas Voilà, suffi. Ils ont pris 4. au Groupama Stadium, et que Rennes, du coup, a joué à Marseille. Ouais. Mais ouais, toi s'il faut que tu retiennes quelque chose de cette saison assez clownesque, rocambolesque, Bah, je sais même pas trop je quoi dire, retiendrai de que l'OM, la. Ah, de l'OM. Ah bah, de l'OM surtout, ouais. le fait qu'ils perdent et entraîneur, et président, et coach sportif, vraiment, ça, c'est imbattable. Je pense que c'est un trio Et gagnant assez fort, ouais. on rappelle évidemment la bagarre entre Rabiot et Rowe. Après juste une défaite en début de saison, hein, Ouais, je sais qui pas a, ce qui et s'est fait. qui On a sait toujours pas vraiment conditionné ce qui un s'est peu passé cette saison. d'ailleurs. On sait toujours pas, mais ils sont tous les deux barrés dans deux clubs et Rowe, il a vu sa valeur marchande tripler. Donc, ouais, apparemment, il a fait une bonne saison à Bologne. Non, Mais bon, voilà, je sais pas trop quoi dire sur cette. En fait, si j'ai plein de trucs à dire sur cette équipe de Marseille, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps. c'est C'est pas ça. l'objet de cette Non, discussion. l'objet de cette discussion, Mais c'est un club qui joue en jaune. je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de club qui joue en jaune en Ligue 1. Si, il y a Lens. Ah oui, Lens, bon, Lens, c'est Ah du oui, sang et or. très très belle saison, Lens. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, c'est vrai, j'avoue. Lens, c'est une très belle saison. C'est le seul club en jaune en Ligue 1 et il n'y a pas d'autre pôle. Tu vois un autre club en jaune en Ligue 1? Ouais. Bah, en fait, je sais pas si la saison prochaine, Le Mans, il joue en jaune ou en rouge. Je sais pas. J'ai pas vu les Ah, je sais maillots. pas, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ce sera Ouais, sûrement un rayé rouge et jaune, ouais, mais peut-être. par contre, du jaune et vert, ça te dit rien Le Brésil va faire une belle Coupe Ah du oui, Monde. oui, le Sûr et Brésil, oui, certain. évidemment, oui. Sûr et certain. La Non, mais bougeoire. évidemment, parlons un petit peu du FC Nantes. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis assez proche du FC Nantes. Voilà, c'est mon deuxième club. On en a parlé un petit peu d'Arsenal tout à l'heure. Le FC Nantes est mon deuxième club. Mon deuxième club, c'était mon premier club, c'est mon club de cœur, qui descend en Ligue 2. Saison catastrophique. Très honnêtement, saison catastrophique. Ça vous pendait au nez depuis quelques Globalement, saisons quand même. comment? Ça vous pendait au nez depuis quelques saisons quand même. Ouais, 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 ça faisait quelques saisons, mais pour une fois, j'étais pas si pessimiste que ça par rapport aux autres saisons parce qu'il y a eu une promesse qui avait été faite un petit peu cet été. On avait plus les pompiers de service en tant que coach, les Comboiré, euh, les Michel Derzakarian, les Raymond Domenech ou que sais-je Ouais, alors, sur le banc. Michel Desarcarian parle pas trop vite, hein. Oui, mais après, c'est peut-être de J'ai la vu les Ligue 2, rumeurs. c'est un peu différent, mais voilà, ces coachs habitués à la Ligue 1 qui ont quasiment jamais été en réussite dans beaucoup de clubs, même si Comboiré a fait une super fin de saison avec le, Oui, le Paris FC. faut Mais, le reconnaître. mais oui, tu avais un projet qui pouvait tenir la route avec une génération de jeunes très très intéressante à Nantes qui a été en Youth League parce qu'ils ont gagné le championnat de France des jeunes il y a 2 saisons. Et donc cette génération-là qui a été en demi-finale de Youth League, euh, on peut se dire que on pouvait compter sur elle en Ligue 1. Le club a essayé de compter sur elle en Ligue 1, mais en fait a morné ce projet où le président aura déclaré un petit peu plus tard dans la saison qu'il n'avait aucune confiance en le coach. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Luis Castro, arrivé de Dunkerque, qui a fait des très très belles choses avec Dunkerque,
Finalement, il n'avait pas le soutien de sa direction. Encore un coach qui a été sabordé par la famille Kita. Et après, toute la saison, alors on n'a pas beaucoup parlé en France parce qu'on parle beaucoup du haut de tableau, ce qui est normal. Mais voilà, trois coachs dans la même saison. Ahmed Kantari qui arrive 2 jours avant un match crucial contre Angers et Nantes perd 4-1. Remercie quelques semaines plus tard pour retrouver Vaïd Halilhodžić qui, Ah, c'est vrai, j'avais même oublié ça. s'il a donné un allant, n'a pas réussi sa mission un petit peu exploit de sauver le SC Nantes. Tu le disais, ça pendait au nez et quelque part, il y a un peu cette fatalité qui était presque souhaitée du côté des supporters du club Bah, quand on qui n'en arrive peuvent là. tellement plus de la présidence, qui veulent absolument créer un électrochoc et peut-être que cette descente en Ligue 2 sera l'électrochoc. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que les Quitas seront toujours là et qu'il va falloir faire avec. Mm. Et t'as des espoirs de remontée immédiate ou tu penses que ça va rester un peu en Ligue 2 et remonter quand il faudra remonter? Eh bien, écoute, moi, quand je vois le tableau de la Ligue 2, je me dis que ça va être très, très compliqué de remonter immédiatement. Déjà parce que Saint-Etienne est toujours en Ligue 2. Si Saint-Etienne était monté en Ligue 1, ça aurait été sûrement une équipe qui je pense que les Nice, ça aurait été plus compliqué pour eux de remonter tout de suite parce que le Ah ouais? syndrome de l'équipe qui a pas prévu de jouer en Ligue 2, un petit peu comme Montpellier, Mm. ça aurait pu être compliqué de passer des deux mondes. Donc, je dirais que ça peut être compliqué pour ça. Et puis, oui, il y a des clubs qui sont proches de monter depuis quelques saisons et qui vont, je pense, essayer de monter encore l'année prochaine. C'est Rodez hein, qui est pas loin depuis un moment. Reims, qui est descendu l'année dernière, était pas loin de pouvoir participer au barrage aussi. Montpellier est toujours là. Franchement, ça va être Oui. compliqué. Moi, je pense que ça va être compliqué. Metz, qui est habitué à faire l'ascenseur aussi, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2. Donc, je pense que ça va être très compliqué, surtout que là, les premiers échos qu'on a du club sont vraiment pas bons. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de coach à 3 semaines de la reprise. Donc, non, il n'y a pas de fous espoirs, sur la saison du FC Nantes l'année prochaine. Mm. Oui, parce que je rappelle aussi que la saison dernière, du coup, les trois clubs qui sont descendus de Ligue 1, Montpellier, Saint-Étienne et Reims, ne sont pas remontés. Et il C'est n'y a ça. que Saint-Étienne qui a fait les barrages. Et on rappelle notamment que Saint-Étienne représentait 90% des montants des transferts de la saison en Ligue 2. Donc le fait qu'ils ne Oui, c'est remontent ça. pas immédiatement, c'est un échec colossal pour le club. Moi, je pense que Saint-Etienne va continuer à investir cet été sur le mercato pour pouvoir être sûr de remonter. Alors, peut-être qu'ils vont perdre des joueurs. Hein. Je pense qu'un Staffin ne va pas refaire Lucas une deuxième Tassin, saison en ouais. Ligue 2, par exemple. Mais, Mm. mais je pense qu'ils vont continuer à investir et vont être dans les deux qui vont monter. Je suis assez persuadé de ça l'an prochain. Donc, déjà, si tu as Saint-Etienne dans une des deux places, sûr de Et monter, franchement, je mets Metz dans la deuxième, hein. et Metz Metz, en et remontée Metz immédiate, ils sont très très forts. Mais ils ont plus l'habitude de le faire, donc j'imagine que le club s'est préparé à ça. Donc ouais, ça Mm. fait déjà deux très gros concurrents. Sachant que la troisième place, bah, tu montes pas, il faut aller jouer le barragiste de Ligue 1 et que je l'ai dit, il y a d'autres clubs qui vont viser la montée. Je pense que ça va être très dur alors je pense pas qu'on ira plus loin que la Ligue 2, mais on peut s'attendre à une saison très compliquée ouais, pour le FC Nantes l'année prochaine. Bah, on vous le souhaite pas. Je suppose Moi que non t'as plus, je me le souhaite pas, mais je suppose que t'as pas regardé beaucoup de Ligue 2 cette saison. pas beaucoup, non, pas Malheureusement, beaucoup, je vais pas te mentir, mais parce que malheureusement, ça va j'avais encore changer, hein. ce fou espoir que Nantes se réveille et qu'on joue en Ligue 1, mais je suis un petit peu déçu d'un truc, c'est qu'on pourra pas aller voir de trois Nantes toujours Eh oui, ensemble, puisque les Stacks toujours pas. a vécu une belle saison. Lui. Une saison, mais vraiment encore plus incroyable que celle de Lyon, toute proportion gardée.
Parce que vraiment, 3, on est descendu il y a 3 saisons de ça, je dirais. On aurait dû aller en national à l'issue de cette saison dans la foulée de notre descente de Ligue 1 en Ligue 2. On aurait dû descendre en national, qui aujourd'hui est la Ligue 3. Heureusement que Bordeaux a été relégué administrativement, ça nous a sauvés. L'année dernière, on galère un peu, on arrive à se maintenir au milieu de tableau. Tu me disais en début de saison, on a le maintien, genre à 5 journées de la fin, assuré, j'aurais essayé de suite. Alors, être champion de Ligue 2, vraiment, c'était absolument pas dans mon bingo. Et Vraiment, champion de Ligue 2 assez tranquillement, je vais presque envie de dire. alors, tranquillement, oui et non, mais on a mené une très très longue partie de la saison. Mais Saint-Etienne n'était jamais très très loin. Donc, et surtout, on a eu un gros creux au niveau de janvier-février. On a quoi? En fait, on avait un beau matelas, et puis à cette période-là où on gagne pas un match en 5 matchs, vraiment là, ça commençait à se dire, c'est pas le moment de tout gâcher. Une victoire au stade de l'Aube incroyable face à Rodez. Euh, Mené 2-0 avec une énorme bourde du gardien. On arrive à égaliser, on s'en reprend un, et puis au final, 90e minute dans les arrêts de jeu, hop, on arrive à en remettre deux pour finalement s'imposer 4-3. Là, on s'est dit, c'est une victoire de champion. Et derrière, bon, malgré quelques défaites par-ci par-là, au final, on a très bien fini la saison. Et le deuxième titre de champion de France de Ligue 2 de l'histoire du club. Euh, Franchement, pour l'instant, ça se passe bien en termes de retenue de joueurs. On perd deux Tourbet, mais honnêtement, je trouve que même si on l'a vendu à City et les stacks appartiennent à City évidemment, je trouve que c'est plutôt pas mal vendu. Parce qu'il faut pas se leurrer, j'ai vu des matchs, beaucoup de matchs de l'Estac cette saison. Le gars, à un moment, c'est Vinicius. La plupart du temps, c'est un ailier de Ligue 2 banal, tu vois. Mhm. Mais on a gardé Martin Adeline, pour l'instant, le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison. Qu'importe ce qu'en disent les trophées UNFP de mes deux, là. Euh, Ça disait que Pierre Sage était très intéressé par le joueur. Heureusement, il n'est plus à Lens. Le problème, c'est que Crystal Palace, c'est encore plus de moyens que Lens. Donc, Mhm. j'ai peur. Et pour l'instant, en fait, on s'est pas fait piller instantanément. Donc, peut-être. Le problème aussi, c'est que le meilleur buteur de Ligue 2, Taoufik Ben Tayeb, bah, il nous a été prêté seulement. Et manifestement, on n'a pas encore levé l'option d'achat. Donc, on aurait pu avoir une belle plus-value. Donc, je sais pas. J'ai très peur qu'on prenne l'ascenseur la saison prochaine, mais je me dis qu'il y a moyen qu'on y parvienne, tu vois. Peut-être que j'ai un peu d'espoir en les stacks quand même. Et parce que en comparaison, j'ai beaucoup plus peur pour Le Mans qui fait une double montée nationale Ligue 2, Ligue 1 en 2 saisons. Euh, alors oui, ils ont des riches investisseurs avec eux, hein, on parle quand même de Djokovic ou de Thibaut Courtois. Mais voilà, eux, même si je pense que Le Havre, là, ça va... Avec le départ de Baudemer, ça va forcément descendre. J'ai bien peur que le trio de nuls, ça soit ces trois-là. Je suis peut-être pas assez optimiste pour ces clubs-là, mais j'ai du mal à les voir se maintenir. Après, ça serait de belles histoires s'ils se maintenaient, mais... Je te rejoins sur Le Mans quand tu dis que je pense que ça peut être le plus dur. D'ailleurs, le directeur, enfin, le conseiller du propriétaire du Mans a avoué que qu'il est, il s'attendait pas à monter et que ça mettait un petit peu en péril la stratégie du club et que même s'ils allaient tout faire évidemment pour rester en Ligue 1, ils s'attendaient à ce que ce soit très compliqué et qu'ils assumeraient si jamais il y a une descente tout de suite. Donc déjà voilà, Oui, bah, ils commencent enfin, déjà.
je crois que quand il était arrivé, il disait que ouais, le but c'est de retrouver la Ligue 1 d'ici 3 à 3-4 5 ans, il ans. disait. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc y arriver tout de suite c'est bien, mais du coup t'as pas le temps de te renforcer petit à petit. C'est Donc ça, et puis en plus, bah, le coach est pas mal demandé, Patrick Vieira, notamment par Lorient, qui va en faire le successeur de Pantaloni. Oui, ça peut être un peu compliqué. J'avoue que j'ai pas suivi la saison de Ligue 2, donc je vais te croire à 100% Mhm. sur ce que tu me dis de 3. Moi, la question que je vais te poser, est-ce qu'on peut penser que il y aura plus de moyens du fait du City Group à 3 pour avoir une équipe qui va pouvoir vraiment tenir en Ligue 1 et rester dans le championnat? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme qui descend. Le City Group perd un club en première division, mais en regagne un. Et en soi, alors on a beau être chauvin et défendre notre belle Ligue 1, je pense quand même que la Ligue 1 est un championnat beaucoup plus adapté pour développer les pépites que la Liga. Donc moi je serais City. Bien sûr que je préfère avoir euh, 3 en Ligue 1 que Gérone en Ligue 2. Que Gérone en Liga, pardon. Mais de l'autre côté, les échos qu'on a, oui, notre directeur sportif s'est fait, enfin, est parti dès la fin, dès le titre annoncé d'ailleurs, parce qu'il n'était pas d'accord avec le City Group. Et selon les rumeurs, en fait, le City Group ne veut pas que les stacks soient pérennes en Ligue 1. Donc en fait, on n'a pas vraiment de soutien de leur part. Là, cette saison, limite le fait qu'on soit champion de Ligue 2 et qu'on monte en Ligue 1, ça emmerde City. Donc, on a une valeur marchande, elle a été achetée instantanément. Les premières rumeurs, ça disait oui, on va la récupérer en prêt. Bah non, il file à Monaco. Donc, bah, j'aimerais bien croire qu'on va avoir du soutien. Mais alors, je sais pas si je préfère être soutenu comme Strasbourg l'est par Chelsea. Mais d'un côté, j'ai presque envie de nous dire bah, laissez-nous tranquilles, on se débrouille et on verra bien au moins. Parce que la dernière fois que City a voulu aider les stacks, bah, ils ont prêté 4 joueurs. Il y en a 3 qui foutaient tellement rien qu'ils ont été renvoyés dès le mercato hivernal. Et puis il y en a un, on l'a titularisé parce qu'on n'avait pas le choix auprès d'Adi Rami, quoi. Donc j'ai du mal à vraiment avoir confiance en City vu le passif qu'ils ont fait auprès des stacks. Ok. C'est pour ça que je nous vois Donc, descendre parce que si tu compares normalement les moyens qu'aurait un 3 aidé par City comparé à Angers, Le Havre, Auxerre ou Brest, bah, normalement il n'y a pas photo. Mais le mhm. fait que bah, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ok. Ok, bah écoute, à suivre. Moi, ça va. J'avoue que je vais peut-être suivre la Ligue 1 un petit peu plus de loin l'année prochaine, Ouais, du heureusement. fait que mon club n'y soit pas pour m'intéresser un peu plus à la Ligue 2. Mais évidemment, le sort des Troyens va m'intéresser au même titre que le sort de Le Mans. Ces deux promus qui peuvent devenir des darlings, je pense, si Mhm. ça clique bien en début de saison de Ligue 1. C'est deux clubs que je peux voir faire une saison comme a fait Lorient, tu vois, par exemple, si ça clique bien, ou comme le PFC, où finalement ça a plutôt bien marché, quoi. Mhm. Ouais, bah, pour te dire, j'ai regardé plus de Ligue 2 que de Ligue 1 cette saison, hein. Oui, ça m'étonne pas. Bon, que les matchs de 3, mais voilà. On va passer à notre dernière partie pour ce Ouais. soir. Je pense qu'on va pas parler de Ligue des Champions ce soir parce que malheureusement il y a des impératifs de temps. Mais on va quand même parler de PL. Alors, je vais te laisser la parole, mais d'abord, moi je voudrais parler de quelques clubs avant. Parce que je sais très bien de quoi tu vas parler et je pense qu'on va parler que de ça globalement. Euh, de l'intégralité de cette saison, ce qu'on peut retenir, c'est 4 choses. Il y en a une dont je vais te laisser en parler, c'est évidemment la course au titre. La première, c'est Liverpool qui, malgré un recrutement XXL et le fait d'être
le champion en titre ne finit que 5e de Ligue 1, de Première Ligue. Alors moi, j'avais prédit qu'il finirait pas podium de Première Ligue. Donc, de ce point de vue-là, je m'applaudis. Mais ouais, l'an 2 d'Arne Slot, c'est mal passé. Et c'est là que tu vois que euh, l'année dernière, c'est peut-être un coup de chance. Je dis pas que c'est une buse, mais que il a gagné non pas avec son équipe, mais avec celle de Jürgen Klopp. Et cette année, il perd avec la sienne. Donc, je trouve ça normal qu'il perde son job, du coup. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est Chelsea, qui, bon, on l'a brièvement évoqué avec Strasbourg tout à l'heure, qui ont fait du grand n'importe quoi. Ça se passait plutôt bien avec Enzo Maresca. Ils ont décidé de changer pour Liam Rosenior et depuis, ils ont plongé dans toutes les compétitions. Finir 10e derrière Brentford, qui a perdu ses 2 meilleurs joueurs et son coach l'année dernière. Et son capitaine aussi, vers un club de Londres qui joue en rouge. Donc vraiment, alors que tu vois qu'il y a des joueurs, il y a des sacrés joueurs. Mais Chelsea, vraiment, le projet de Todd Boehly ne fonctionne pas. Ça fait 3 ans, ils sont retournés une fois en Ligue des Champions et n'ont jamais été un prétendant crédible au titre. Et ensuite, il faut descendre un peu plus bas. Et Tottenham, qui, pour la seconde année consécutive, ont failli friser la catastrophe avec une relégation, alors que, encore une fois, cette saison, ils ont mis la main au chéquier. Et, et cette fois, il n'y a pas eu de Ligue Europa pour sauver le tout. Ah oui, et aussi Manchester United. J'y croyais pas trop, mais le fait d'avoir viré le Amorim, bah, c'était une très bonne idée. Sachant que bah, moi je me souviens, le premier match de leur saison face à Arsenal, qu'Arsenal gagne, mais franchement c'est United qui avait les meilleures Ouais, qui intentions était de meilleur. jeu, le meilleur fond de jeu. Je me suis dit, alors peut-être pour United. Alors il a fallu que Amorim se fasse virer, mais la seconde moitié, enfin sous Carrick, c'était vraiment très très bien et franchement complètement mérité de les voir retourner en Ligue des Champions. Je suis très à ce que tu viens de dire sur ces 3 points. Rajouter quand même que Tottenham s'est vraiment sauvé à la dernière journée et que c'est West Ham qui descend, donc club historique de Première Ligue qui descend Mm. en Championship, ce qui n'était pas forcément prévu. Et que du coup, l'an 2 d'Arne Slot aura eu sa peau puisqu'il ne continuera pas l'aventure du côté de Liverpool et c'est l'entraîneur euh, à la mode sur cette saison de Première Ligue, Mandoni et Raiola, qui le remplace à Chelsea. Raiola Très qui a fait une saison surprenant. extraordinaire aussi avec Bournemouth. Sunderland Qui a aussi, fini... très belle saison. Ouais, Sunderland aussi avec un Français à sa tête, Régis Lebris. Mais Bournemouth qui, si je dis pas de bêtises, attends, je vais vérifier, mais qui est quasiment à 20 matchs sans défaite sur la fin de saison Ah en ouais. Première Ligue. Ils n'ont pas perdu depuis le 3 janvier. Oh putain, j'avais pas Bournemouth. remarqué ça, dis donc. Donc, ouais, donc ça a été, ils ont notamment battu Arsenal sur la fin de saison. Ils ont accroché City, ils ont accroché United. Enfin, ils ont battu Liverpool. Ils ont pas perdu depuis le 3 janvier. Ils ont fini en folie totale Bournemouth. Mais oui, moi je vais plus parler évidemment d'Arsenal. On en a un tout petit peu parlé Vas-y, en vas-y, tout début de vidéo. 22 ans d'attente pour les Gunners et enfin ce titre de Première Ligue. 3 ans de suite où tu finissais deuxième, où tu voyais Liverpool, où tu voyais City te passer devant, prendre la coupe. Et finalement, c'est enfin cette saison. Je sais pas ce que tu en penses en termes d'extérieur, mais je pense que c'est quand même mérité. Arsenal est premier Oui. depuis la 7e journée sans discontinuer. Alors, Et à un moment donné, City est ouais. revenu City est revenu à à hauteur. égalité. Il est revenu à hauteur, mais Arsenal était devant la différence de but encore à ce moment-là. Ça s'est joué à 1 ou 2 buts à ce Mm. moment-là. Et du fait des matchs en avance, Arsenal a continué sa course en tête. Mais je pense que globalement, c'est plutôt mérité pour Arsenal, alors
c'est vrai, n'a pas été peut-être la meilleure équipe d'Angleterre, dans le sens du point de vue du contenu du jeu. Oui, ok. On a beaucoup Parce parlé, on a que beaucoup parlé de. Oui, en termes de tu, tu, régularité, tu, il ga- y a pas tu gagnes photo. pas la première ligue en n'étant pas la meilleure équipe. C'est impossible. Oui, non, ça, bien sûr, mais c'est en termes de contenu de Oui. jeu. La deuxième partie de saison de City a été très intéressante. Euh, Manchester United, tu l'as dit, ça a souvent bien joué, surtout avec l'arrivée de Carrick. Bournemouth, on l'a dit, a été très très forte aussi. Mais voilà, Arsenal a été bon et a été surtout régulier et a gagné les matchs, ce qui n'était pas arrivé sur ces dernières saisons où le mois de mai était un mois où Arsenal perdait trop de points pour être champion. Ils Ah le sont cette bah, année. Et Arsenal a tremblé face aux deux matchs quasi consécutifs face à City. Mais ouais, derrière, ils ont assumé. Hein. Tu regardes, voilà, 5 derniers matchs, 5 victoires. City, 2 victoires. oui, c'est ça, c'est ça. Et au On final, s'attendait à ce que justement les courbes s'inversent entre Arsenal qui est premier, City qui passe devant, avec ce match charnière où City bat Arsenal 2-1 à l'Etihad. Et ben en fait, c'est City avec ce qui but va de perdre des Cherki. points à l'extérieur contre Everton, à Bournemouth et à domicile contre Aston Villa sur la dernière journée où le titre était déjà joué. Mais surtout Arsenal qui à ce moment-là en fait a fait le carton plein. Depuis ce match contre City, Arsenal a gagné tous ses matchs et a juste mérité en fait son titre de champion d'Angleterre. On disait 22 ans après. Euh, j'ai un peu l'impression que presque tout le foot européen en début de saison souhaitait qu'Arsenal soit champion, qu'au fur et à mesure de la saison, c'était plus trop le cas, mais qu'à la fin, euh, tout le monde est à peu près content qu'Arsenal ait enfin décroché ce titre-là. Je sais pas ce que tu vois toi de l'extérieur, mais je le ressens un peu comme ça. Bah, en fait, le truc, c'est que le titre est entaché, entre guillemets, hein, par ses corners et le fait que Arsenal gagne en gagnant 1-0 et tout. Mais faut se rappeler qu'il y a quelques saisons, le Chelsea de Mourinho, c'était pareil. Hein. On rappelle qu'ils ont pris 14 buts de toute la saison. Donc t'inquiète pas que eux aussi ça avait été bien le bus. En fait, oui, oui c'est bien de jouer bien et de gagner. Mais quand tu regardes les dernières saisons, Arsenal ça jouait bien, ça gagnait pas. Le moment où Oui, Arsenal se met à entre guillemets encore une fois mal jouer, mais qui gagne, est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir? Bah non. Ils ont fait ce qu'il fallait pour être champion. Est-ce que tu aurais pu faire mieux et tout? Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs cadres de l'effectif qui n'ont pas fait leur meilleure saison? Oui. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils étaient partis faire? Gagner des titres. Ils sont champions d'Angleterre qui en plus, c'était le titre voulu par les supporters, plus qu'une Coupe d'Angleterre, plus qu'une Carabao Cup, plus que la Ligue des Champions. plus qu'il y Donc des champions, ouais. c'est difficile de pas être content en tant que fan d'Arsenal. Moi, ce que je craignais surtout, c'est qu'à la fin de saison, là, où ils pouvaient encore faire un triplé, tu perds la finale de la Cup face à City, aïe. Tu perds face à City en Première Ligue. Le spectre cauchemardesque, c'était de tout perdre sur la dernière ligne droite. Au final, la Ligue des Champions, ça passe à pas grand-chose, mais ce titre d'Angleterre, bah, comme tu l'as dit, Arsenal a très longtemps mené cette saison et il le mérite. Et franchement, oui, corner, machin chouette, Manchester United a plus marqué cette saison qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, toutes compétitions confondues. Et bizarrement, personne n'en parle. Pourquoi? Non, parce que Parce que t'as. t'as ce côté, on veut toujours aller titiller celui qui gagne, qui est devant. On veut essayer tout le monde est toujours pour l'outsider et c'est bien normal. Nous aussi, quand on n'est pas partie prenante d'un événement sportif, on se dit que s'il peut y avoir un exploit, c'est cool. S'il peut le petit peut battre le gros entre guillemets ou le deuxième peut battre le premier, c'est mieux. Ouais, alors, si Euh, c'est City l'outsider, bon. non,
Rappelle-moi c'est pour ça combien que ils j'ai ont parlé. gagné 2 fois la première ligue ces dernières C'est saisons. pour ça que c'est pour ça que je me suis rectifié en disant l'outsider, mais c'était plus le côté où oui, Arsenal domine toute la saison. Bah, si on peut avoir un revirement de situation, on va pas dire non quand t'es fan de foot, c'est ce que je peux tout à fait comprendre. Mais je pense que globalement, comme je l'ai dit, c'est mérité et c'était souhaité quand même par beaucoup de personnes en Angleterre et en Europe. J'ai entendu beaucoup de gens contents, beaucoup de félicitations Oui, oui, sur le oui. titre d'Arsenal. Et puis, euh, saison qui a été à la hauteur des espérances, puisque bah, champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions, euh, avec finale aussi de Coupe de la Ligue. T'étais pas loin de faire un triplé qui aurait pu être absolument fou. Et moi, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de retenir, c'est que malgré ce titre de champion, malgré cette finale de Ligue des Champions et, euh, et cette défaite en finale de Coupe de la Ligue, tu sens qu'il y a une marge de progression dans cette équipe-là, Mm. avec des gros joueurs, des joueurs cadres qui n'ont pas fait des très grosses saisons. Je pense à Saka, je pense à Odegaard, notamment. Oui, je ne les ai pas À nommés, mais Gyökeres, c'est. je pense à Gyökeres ou Havertz, qui n'ont pas tous les deux été très très bons tout au long de la saison. Euh, Zubimendi, un petit peu déçu par ouais, Zubimendi surtout la deuxième moitié de qui saison. Mais en fait, j'ai l'impression c'est que ça, qui a fait. c'était trop physique pour lui et que du coup, il a un peu galéré sur la fin. Il a un peu pris le mur de la première ligue, comme on dit, où, oui, où tu peux, à un moment donné, physiquement, tu baisses et faut t'adapter. Mais c'est pour ça, il y a une marge de progression dans cette équipe, je pense. Et, euh, et je ne les vois pas faire, par exemple, une année comme Liverpool a fait cette saison, après la très belle année l'année dernière, où Liverpool s'est écroulé et n'était pas du tout dans la discussion pour le titre. Il finit quand même à 25 points d'Arsenal, c'est énorme. Alors qu'il Je commence pense avec que 5 matchs sans victoire, notamment face à c'est Arsenal, je ça. rappelle. C'est ça, avec ce but de The Bosley sur coup franc. Et non, je pense qu'Arsenal sera encore là l'année prochaine. Est-ce qu'ils seront encore champions? Ça, c'est trop dur pour le dire. La première ligue est beaucoup trop indécise pour ça. Mais je pense que l'avenir est très bon pour Arsenal. Quid du style de jeu quand même, quid du contenu, parce que maintenant que tu as gagné, entre guillemets, bah, ta marge de progression, elle est aussi là, elle est aussi à la fois donner du plaisir, retrouver un jeu en ballon et continuer à gagner. La marge de progression, elle est aussi là, en plus des joueurs qui individuellement n'ont pas tous fait une top saison. Mm. Après, bon, moi, je vais vous poser une question, Ouais, parce que je m'étais fait la réflexion. Est-ce que si Arsenal fait chou blanc cette saison, est-ce que tu voulais voir partir Arteta? j'en ai parlé sur une vidéo Ah. avec mon acolyte Samy là, sur notre chaîne La Charnière. On a fait un petit épisode un peu spécial sur Arsenal quand ils ont commencé à perdre des points. Ils ont vu City se rapprocher. Je disais que alors je ne souhaitais pas forcément qu'Arteta parte, mais il aurait fallu se poser des grosses questions si Arsenal faisait encore une saison blanche, euh, avec en plus le scénario où tu te fais encore remonter comme il y a 2 ans par City. Mm. J'aurais pas été dithyrambique parce que, enfin pas dithyrambique, mais j'aurais pas été, j'ai pas le mot, mais Catégorique. catégorique, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aurais pas été catégorique sur le fait, je veux qu'il parte, parce que l'ADN d'Arsenal est aussi là à croire dans des projets, à laisser du temps aux coachs, aux entraîneurs, aux joueurs. C'est quoi, 7 ans qu'il est là, Euh, non? Ça fait depuis 2019 qu'il est là, ça arrive en cours Ouais, de 7 saison ans. en 2019. Et il a gagné la Cup, il a gagné Community Shield, mais il n'avait pas gagné le trophée qui Mm. valide son époque en tant que coach du club. Il aurait fallu se poser la question, de là à dire qu'il aurait fallu vraiment partir. J'aurais presque envie de dire c'était pour mettre qui à sa place. Là était la grosse question parce que quand tu Ah vois bah, cet été, comment au poste Manchester United. d'entraîneur, ça bouge, hein, donc, Ouais, c'est ça, mais quand tu vois Chelsea qui galère à trouver un entraîneur depuis le départ de Tuchel, un entraîneur qui fonctionne, hein, j'entends. mm. Manchester depuis encore plus longtemps. Euh,
on le voit dans d'autres clubs aussi européens où au Real, ils n'arrivent pas à trouver la bonne formule depuis le départ de. En tout cas, cette saison, ils n'ont pas trouvé la bonne formule depuis le départ d'Ancelotti. Mais je sais Je pas suis toi, content de mais ne pas avoir à me poser cette question. ok. Parce que justement, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que maintenant, on est de plus en plus au fait qu'il y a plus d'entraîneurs, dans genre vraiment de top entraîneurs où tu es sûr que peu importe où il va, ça va bien se passer. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus maintenant d'entraîneurs où en fait, il faut qu'il y ait le bon cadre, le bon contexte pour que ça fonctionne. Bah, t'as toujours. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est parce que c'est une nouvelle génération d'entraîneurs aussi. Euh, la génération des années 2010 qui était représentée par Jürgen Klopp, par José Mourinho, par Carlo Ancelotti, par Pep Guardiola, évidemment. Cette génération arrive un petit peu au bout. On voit Zidane et Ancelotti qui vont partir sur des sélections. On voit Jürgen Klopp qui a été entraîné, Pep Guardiola qui quitte City, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est une nouvelle génération d'entraîneurs. Et comme cette génération-là a tellement marqué ces années, que forcément, il y a des questions qui se posent, mais il y a forcément des entraîneurs qui vont prendre le relais. Il faudra trouver le bon. Compagnie est bien parti avec le Bayern, par exemple. Arteta Moi, j'y avec Arsenal, croyais ça pas fonctionne du tout. aussi. Ouais, moi aussi, j'étais assez surpris. J'étais Je assez vais pas surpris, mais mentir, hein. Compagnie au Bayern, bah, on rappelle que quand ils décident de signer Compagnie, c'est genre le huitième nom sur leur liste et ils ont eu que des refus. Parce qu'en oui, oui, plus, c'était pas du tout leur choix numéro ce un, mais Bayern-là était ça considéré fonctionne comme parfaitement. inentraînable et au final, mais oui, mais pour revenir à ce que tu dis, la nouvelle génération, en fait, t'as aussi la nouvelle génération d'entraîneurs, d'anciens joueurs, mais il y en a qui marchent pas du tout et il y en a pour qui ça se passe bien. Compagnie, Xabi Alonso, alors que de l'autre côté, les Pirlo, les Gerrard, les Lampard, bah, en fait, c'est leur statut d'ancienne légende. Ça leur offre tout de suite des gros clubs, mais du coup, voilà, ils n'ont pas forcément le temps de se faire les dents. Donc peut-être, bon, je dis ça, mais Bayer Leverkusen, c'est pas un tout petit club non plus, mais ouais, curieux de voir comment les entraîneurs vont évoluer. Est-ce que Didier Deschamps va revenir sur le banc d'un club Ça aussi, ça m'intéresse. Je sais pas ce que va faire Didier Deschamps. J'avoue que ça va être assez marrant de suivre ça. Mais, mais ouais, quel club il peut reprendre aussi j'avoue que je suis assez interrogatif. En tout cas, il a pas envie d'aller à la retraite. En tout cas, il l'a bien dit quand il est passé l'autre jour à TF1. Il a prévu de coacher l'année prochaine. Oui, oui, il a dit non. Bah, en même temps, je veux pas dire, mais 14 ans de club et 14 ans de sélection, le stress n'est pas la même. Non, c'est clair, c'est plus tranquille en tant que sélectionneur. D'ailleurs, si tu devais faire un petit pari, tu le verrais où? Tu te dirais qu'il peut aller. Moi, en fait, en ce moment, en Serie A, ça s'échange les entraîneurs. Euh, et si le poste de la Juventus, il se libère pour lui, pour qu'il y retourne, je pense qu'il aimerait ça. Mais sinon, pourquoi pas la Squadra Azzurra? Ça, je pense que c'est un défi qui lui ferait plaisir. Je pense que l'Italie, ça peut lui faire plaisir, mais je vois pas les Italiens donner leur sélection Ah, ils l'ont à un déjà étranger. fait, hein. Ils l'ont déjà fait. Mais Ils l'ont oui, déjà fait, mais Conte, c'est le grand favori. Mais en soi, t'as un mec qui. Alors, même si on parle pas de ce qui s'est passé, enfin, ce qui va se passer à cette Coupe du Monde, Deschamps, vu ce qu'il a fait avec la sélection française, alors oui, il pourra pas faire exactement la même chose que l'Italie, mais enfin, t'as beau être anti-sélectionneur étranger, autant le gars qui arrive et qui est dispo, il a un CV, mon pote. Franchement, ça serait con de pas au moins l'étudier, tu vois.
Ah bah, c'est sûr que si Deschamps il dit OK pour la sélection italienne, de l'extérieur, tu vois ça, tu te dis, mais c'est évident qu'il faut y aller. Maintenant, est-ce que les Italiens sont prêts à donner les clés de leur sélection à un Français, même si Deschamps il est très bien vu et très bien coté en Italie? Je sais pas. Je pense que je le vois. Je pense qu'il sera plus vers un club. Toi, tu penses que c'est Vers un plus club. club? euh, je pense qu'il Après, oui, je sera me plus dis club. qu'après, Après, la grosse problématique, c'est que la Coupe du Monde va se finir fin juillet, enfin mi-juillet, fin juillet, et que la plupart des clubs seront en phase de reprise ou alors auront repris, et que du coup, les clubs peuvent pas se permettre d'attendre un entraîneur qui va ouais, c'est arriver ça, fin oui. juillet, début août, quoi. Mais en plus, on voit rarement, alors pas jamais, mais rarement, des entraîneurs retournent, enfin des sélectionneurs retourner au poste d'entraîneur. Genre Joachim Löw, je sais pas pour toi, mais on l'a pas revu depuis qu'il a quitté l'Allemagne. Marcello Lippi, il s'est arrêté avec la sélection italienne. Les Del Bosque, Joachim Löw, c'est un coach que j'aurais bien aimé voir à Arsenal, par exemple, ouais, quand il y a eu l'après Wenger, où ça a essayé Unai Emery, où ça savait pas trop et ça a donné bah, son, son- le club à Arteta. J'aurais bien aimé voir un Joachim Löw, par exemple. mais c'est marrant à quel point Löw, sa cote, elle était très très haute et avec la Coupe du Monde 2018, elle a explosé. Et derrière, bon, je suis pas son agent, donc je sais pas si ça l'a appelé ou quoi que ce soit, mais derrière, on l'a plus du tout vu, ni même Après, je crois qu'il y mentionné avait ou eu quoi que ce soit. deux, trois petits soucis avec la justice, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Ok. Il Bon, me ça. semble, j'ai un vague souvenir de ça. Donc c'est peut-être que ça a joué aussi, mais oui, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Donc voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter toi sur cette saison de Première Ligue, assez palpitante, même si c'était pas la Première Ligue du siècle comme on l'a peut-être annoncé un peu trop tôt en début de saison. Non, c'est vrai, mais Brighton, évidemment que je parle un peu de Brighton, Ton fameux mais Brighton. vraiment le courant alternatif. Franchement, une place européenne, je pense que le club n'a pas ce qu'il faut pour. En fait, c'est pareil que le ressenti que j'ai sur Dortmund. Il y a, le club n'est pas vraiment stable dans ses joueurs euh, et dans ses résultats pour espérer factuellement mieux que la première moitié de classement. Une place européenne, c'est très bien. Je les suivrai avec plaisir l'année prochaine en Conference League. Ils seront les favoris parce que évidemment c'est le club anglais. Euh, mais voilà. Sinon j'ai Crystal Palace à voir ce que ça donnera sous Pierre Sage si ça se concrétise. Deux coachs français en première ligue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, je pense. Peut-être depuis Je sais même les pas si on années, a déjà vu ça. Si peut-être si on a vu ça les années Wenger-Houillet. Wenger, Wenger rouillé aussi, oui c'est vrai. Mais oui, Ouais, avec curieux. Chris Lebris qui, j'ai pas vu de rumeur comme quoi il allait quitter Sunderland. Bah, Donc en cours de peut-être saison, ça, j'en je ai arriverai à vu. sa place. Vu où ils ont terminé, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Mais ouais. Bon, on a beaucoup trop dépassé le timer qui était imposé. Merci Julien. J'espère qu'on se Bah, reverra pour parler de Ligue des Champions. avec plaisir. Sinon, j'en parlerai tout seul. Tant pis. Je te remercie pour ton temps. Vraiment, c'était super de discuter avec toi. En plus, on aurait pu parler bien plus de certains points. Oui, Je mais te, c'est re- toujours je te, c'est toujours un petit peu limite frustrant voilà, de balayer toute une saison en peu de temps parce qu'on a envie de parler de tellement de sujets. Oui, Mais, parce que moi je voulais même parler des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs, parce que ça a son importance. Bon voilà, Ligue des Champions, on espère qu'on pourra la faire assez rapidement. Mais voilà, je te remercie pour être venu. Je pense que ça sera pas la dernière fois qu'on se retrouvera dans
dans mon petit coin. Hein. J'espère, Euh, j'espère. et voilà, je te remercie pour ta disponibilité. Je te souhaite une bonne soirée. Est-ce Aussi. que on te retrouve bientôt pour une vidéo sur la charnière? Écoute, on va sûrement lancer des petits trucs pour la Coupe du Monde. Les After Coupe du Monde? On a eu- voilà, on va essayer de faire des petits trucs pour la Coupe du Monde. On a été pas mal pris sur cette fin de saison. On a eu du mal C'est à clair. suivre, mais au niveau de la Coupe du Monde, on va essayer de faire en sorte d'être présent là. Alors des After ou des Before? Parce que les After après les matchs de 6 heures du mat, bon courage. Plutôt des afters, pas forcément sur des matchs en particulier, ou alors sauf s'il se passe des choses importantes, mais plus sur voilà, sur des ressentis, des analyses de première performance ou d'équipes qui nous intéressent dans cette compétition. Yes. En tout cas, Voilà. voilà, on espère voir de tes nouvelles sur Internet très bientôt. Euh, bah, à très vite. Et sinon, bonne Coupe du Monde à toi, mon Julien. Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode qui est désormais terminé. On espère qu'il y aura la partie 2 assez vite. En attendant, prenez soin de vous. C'était Drexin. Merci à tous.